Bonjour Elisa Jourde, tu es la créatrice de Footprint, une entreprise en fait qui a pour but de sensibiliser les professionnels de la restauration et leurs consommateurs sur l'impact climatique qu'ils ont dans leur activité de production, on va dire, de nourriture et aussi de leur consommation. C'est une idée novatrice. Et comment elle est arrivée, cette idée ? Alors bonjour Laurent, merci pour cette invitation sur le podcast. Alors l'idée est arrivée, en fait initialement c'était une association étudiante, Footprint, et donc l'idée est arrivée dans une école grenobloise qui s'appelle l'ENSECUB, et ça venait principalement des étudiants qui avaient envie finalement de savoir un petit peu l'impact environnemental de ce qu'on mettait dans leurs assiettes. l'ENSECUB, excuse-moi, c'est une école d'ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs, oui, tout d'accord. à fait. Spécialisée dans quel domaine ? Spécialisée dans l'environnement, justement. Ah, donc voilà, c'était déjà des étudiants un peu sensibilisés, mais il y a de tout aussi dans cette école. Et donc ils avaient cette envie-là, et donc il y a une association en interne qui a commencé à faire des recherches. Alors au début c'était un petit peu c'était à la main, c'était c'était alors pas du bricolage mais presque, et petit à petit ça a bien plu. Donc ils ont commencé à faire des petits affichages pour comparer les différents plats. Donc sur papier quoi, en format A4, mais ça a bien plu, et donc ça s'est développé. On est sorti un petit peu du restaurant de l'ENSECUB et on a proposé ça au Crous de Grenoble pour justement l'officialiser un petit peu plus et puis le développer dans d'autres restaurants. Ah d'accord, votre premier, on va dire, client, en tout cas bêta-testeur, c'était le Crous. C'était le Crous, oui, tout à fait. Tu peux nous en parler un peu ? Comment ça s'est passé avec le Crous ? Oui, bien sûr. Ça s'est bien passé, justement, ils nous ont fait confiance au début, et le Crous de Grenoble a vraiment cette envie quand même de trouver des idées, d'innover sur ces questions environnementales. C'est bien passé, le resto de l'ENSECUB, c'était aussi un resto géré par le Crous, donc ça a rendu les choses un peu plus faciles pour se développer. Et ensuite, donc maintenant on est affiché à Diderot, à l'Intermezzo, on en a deux autres aussi avec le Crous de Grenoble. Donc c'est grâce à eux, c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier en fait. D'accord, quand tu dis vous êtes affiché dans ces restaurants, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire que chaque jour, il y a un affichage coloré qui permet de comparer l'ensemble des plats qui sont proposés le jour même, et de comparer justement leur impact environnemental. Donc nous au début on a fait avec l'empreinte carbone parce que c'était le plus simple pour comparer justement avec les chiffres les différents plats. L'idée c'était aussi que ce soit le plus clair possible, le plus coloré possible, parce que justement quand on arrive sur d'autres restaurants on n'a pas forcément un public que en école d'ingé ou voilà. Donc l'idée c'était vraiment, et puis en plus on n'a pas beaucoup de temps de cerveau disponible, donc l'idée c'était vraiment que ce soit coloré, qu'en 15 secondes on comprenne quel plat est un peu moins carboné que tel autre, quoi. D'accord, donc en fait on arrive, on voit en fait un visuel qui nous explique en fait ce qui est plutôt on va dire bon pour le climat ou un peu plus problématique. Donc du coup c'est l'objectif en fait donc de votre entreprise, c'est donc de sensibiliser, d'informer, d'aider à la décision, c'est ça ? C'est de donner l'information, d'informer, c'est vraiment le mot qu'on utilise souvent. D'ailleurs, je préfère informer qu'éduquer, même parce qu'éduquer, nous, l'idée, c'est pas de prendre les gens pour des enfants, c'est juste, on donne l'information. Parce que finalement, déjà, les convives, donc les gens qui viennent manger au restaurant, sont demandeurs de cette information. Et puis parfois, on ne l'a pas forcément très accessible. Elle est un petit peu complexe à aller chercher. Là, de cet affichage coloré qui permet de comparer les différents plats, on alterne aussi avec un affichage qui fait de l'information et de la sensibilisation, mais plus générale. Donc, on appelle ça les infos du jour. Mais ça permet justement d'informer sur des notions, qu'est-ce qu'une empreinte carbone, on essaie d'aller un petit peu au-delà pour informer plus généralement sur ces notions-là, qui ne sont pas forcément très faciles d'appréhension dès le début. D'après les chiffres qui sont diffusés, je crois qu'un quart des gaz à effet de serre sont dus à notre alimentation. C'est un chiffre qui est quand même important. Quelle méthode vous avez pu adopter ? Comment ça marche pour calculer l'empreinte carbone d'un plat ? C'est souvent assez complexe parce que c'est souvent mélangé, ça vient de plusieurs endroits différents. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir ? Comment vous avez modélisé ça ? Oui, heureusement, alors on arrive à s'en sortir. Surtout en France, on a beaucoup de chance parce que par exemple, en début d'année, j'ai eu la chance de participer à quelques débats à l'OCDE sur ces sujets-là. Et donc, on rencontre d'autres pays qui
ils mettent en place un petit peu tous en parallèle des moyens de calculer l'empreinte carbone sur j'entends sur les produits alimentaires. Et en France, on est bien en avance quand même, je trouve, sur ces sujets-là. On a de la chance d'avoir l'ADEME qui a donc sa base de données qui s'appelle Agribalise, qui est la base de données justement liée enfin, donne l'impact environnemental de nombreux produits de l'agroalimentaire et autres en France sur les sujets alimentaires. Et cette base, elle est actualisée régulièrement. Et elle est plutôt complexe. Alors ça reste des moyennes, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise Agribalise et on précise un petit peu les données pour avoir, parce qu'en fait nous on a les infos plus précises notamment des provenances issues des recettes que nous donnent nos clients. Donc on utilise Agribalise qu'on précise un peu. Et là l'idée c'est de pouvoir croiser différentes bases de données maintenant au niveau européen pour être encore plus précis sur ces données-là. Donc aujourd'hui on fonctionne comme ça. Mais du coup, on a eu de la chance d'être en France et d'avoir Agribalise à disposition, quoi. D'accord, donc sur un repas qui vous est transmis, on va dire la veille ou l'avant-veille, vous arrivez à calculer l'empreinte carbone directement. Oui, voilà. En fait, il nous faut... Alors, le plus d'informations on aura, le plus précis sera le calcul. Mais il nous faut les fiches techniques. Donc, ça reste faisable pour les restaurateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les restaurateurs, ils ont leur métier de restaurateur aussi. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à ces sujets-là. Même si c'est primordial. Et donc ils nous donnent simplement leur fiche technique et nous derrière on est capable en effet on a un éco-calculateur et on est capable de de calculer en fait l'empreinte carbone, le Nutri-Score aussi et bientôt l'éco-score, puisqu'il y a un éco-score qui est en discussion au niveau national justement pour être déployé ensuite sur les produits de l'agroalimentaire. Donc ce sera plutôt dans nos rayons de supermarché, quoi. En 2025. En 2025. Ouais. Donc là, c'est affiché dans le restaurant. Est-ce qu'il y a aussi une application par exemple, est-ce qu'on pourrait dire, là, je vais manger dans tel restaurant alors j'imagine, vos clients, c'est la restauration collective. Collective, tout à fait, voilà. Cantine d'entreprise, d'université, etc. Mais par contre, en effet, c'est rigolo que tu en parles parce qu'on réfléchit aujourd'hui à une application, mais plutôt pour gamifier, donc rendre tout ça un petit peu plus ludique. Et notamment dans la restauration collective, et puis avoir un suivi un petit peu plus... Voilà, un suivi sur sa journée pour les personnes les plus intéressées, et avec peut-être des systèmes de points, de récompenses, et notamment sur tous les sujets de gaspillage alimentaire. Pouvoir valoriser les plats qui sinon vont partir à la poubelle le jour même. Ou voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là. Les applications, au début, nous, on voulait vraiment quelque chose qui soit hyper accessible. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'applications sur leur téléphone, donc au début, on n'est pas trop parti sur ça. Voilà. Donc on les développe en collaboration avec nos clients quand ils en ont besoin, quoi. D'accord. Alors, vos clients, je prends le Crous ou on pourra prendre l'exemple d'un autre client. Ouais. Comment ça se passe en fait ? Ils intègrent votre système à ce stade. Quels ont été les impacts ? Est-ce que ça a eu quel retour vous avez eu ? Il y a eu des changements dans leur manière de procéder ? Est-ce que leurs clients, enfin leurs consommateurs, leur ont fait des retours ? Ou vous-même avez-vous eu des retours ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça ? Alors justement, l'impact pour nous, c'était primordial parce que c'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc évidemment, si on n'a pas d'impact, on ferait autre chose. On aurait pivoté. Mais donc, dès le début, en fait, ce qu'on propose nous aujourd'hui, c'est des études d'impact. Alors pour l'instant, on les fait tous les 6 mois. Et à terme, l'idée, c'est de les faire plus régulièrement. Donc, des études d'impact pour savoir si l'affichage a véritablement fait évoluer les choix, justement, des convives. Donc ça, on le sait en récupérant notamment les données issues des caisses et en comparant sur des périodes similaires et des saisons similaires aussi. Ce qu'on a observé, alors notamment dans le restaurant de l'association AMSOA, donc Veolia et Technip Énergie à Vaux-en-Velin, sur notre dernière étude d'impact, on a eu plus 18, le taux de prise des plats les moins carbonés a augmenté de 18%. Sur cette période-là. Donc c'est plutôt chouette. On a une moyenne qui est assez similaire sur les autres restaurants. Ça dépend beaucoup en fait de à quel point l'affichage est visible, tout simplement. C'est hyper logique, mais plus l'affichage sera visible, plus il provoquera. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que ça provoque des discussions, et puis par le bouche à oreille, comme ça a un impact. Et après, ça a aussi un impact quand les personnes reviennent dans leur famille, dans leur cercle amical, etc., parce qu'ils en parlent un petit peu. Ça, on le sait avec quelques petites études qualitatives qu'on a pu mener.
Donc voilà, donc on sait aujourd'hui que sur en tout cas le taux de prise de certains plats, ça peut avoir un impact. Et pour le restaurateur, ça peut aussi être une bonne nouvelle parce que sur certains plats, alors parfois souvent il faut parler d'argent malheureusement, mais sur certains plats ils pourront garder leur marge, donc en fait, notamment les plats végétariens, donc en fait ils perdent pas d'argent à valoriser des plats qui sont un peu moins, on dit un peu moins carbonés quoi. D'accord, pour eux, en fait, ça a valeur finalement d'une étude de marché, en tout cas d'une étude de leurs consommateurs Voilà. affinés. Et c'est aussi une volonté quand même affichée de l'entreprise, du restaurateur collectif, de changer les choses. Est-ce qu'ils ils font ça vraiment de manière efficace ou c'est un peu du greenwashing aussi, une manière de... C'est une très bonne question. Alors nous, en effet, notre objectif, même au-delà de ça, c'est d'aller changer les filières d'achat, d'avoir un impact en tout cas sur les filières d'achat pour justement avoir cet impact sur la structuration des filières agricoles en amont. Et aujourd'hui, alors on y arrive tout doucement. On a choisi de le faire par le levier de la demande, qui n'est pas forcément le levier le plus direct, mais qui à terme, je pense, est le plus intéressant. Et donc, on y arrive doucement. Pour l'instant, en plus, dans la restauration collective, c'est quand même assez complexe. C'est un système, avec des grossistes, etc., les systèmes des achats. Il y a des appels d'offres, c'est ça, donc il faut aussi... Il y a souvent des appels d'offres pour la majorité des produits. Donc voilà, donc ça, c'est des processus longs, et puis avec plein d'acteurs différents et d'enjeux différents qui jouent un rôle là-dedans. Donc voilà. Donc pour l'instant, l'idée c'est vraiment de pouvoir. Alors il y a peut-être une partie de greenwashing chez eux, ou en tout cas, alors sans peut-être aller jusqu'au mot greenwashing, mais une volonté de montrer qu'ils sont engagés, donc d'image en fait. Mais en tout cas sur nos premiers clients qui nous ont fait confiance, on voit qu'il y a quand même une vraie volonté derrière de faire bouger les lignes, de par notamment toutes les autres actions qui mènent à côté. Donc c'est pas juste ils ont acheté un service d'affichage pour faire bien, ils ont à côté l'ensemble. Le CROSS de Grenoble s'est beaucoup engagé sur les questions d'alimentation végétarienne notamment. Pareil, le restaurant avec lesquels on travaille là, Veolia et Technip Énergie, pas mal d'autres engagements par ailleurs, au niveau social aussi et environnemental. Donc voilà, pour l'instant, on a de la chance de travailler avec des clients qui ont quand même, on sent, en tout cas des personnes en interne qui sont vraiment engagées sur qui sont motrices. Et qui sont motrices, tout d'accord. à fait. Et du coup, est-ce que ça a changé déjà des comportements d'achat de leur part ? Ou est-ce qu'ils ça les aide à réfléchir ? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? Alors, pour l'instant, justement, on a du mal à avoir des chiffres ou un vrai retour là-dessus, parce qu'on ne va pas forcément le chercher non plus. C'est un peu plus complexe de savoir vraiment ce qui a bougé de ce côté-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'offre végétarienne, en tout cas, est de plus en plus proposée. Donc, on va plutôt dans ce sens-là. Oui, d'autant que vous êtes quand même de création récente, juin 2022, donc vous êtes vraiment au début de votre travail, même s'il y a eu l'association avant. Oui. Voilà. Puis on est resté au niveau assez local. L'idée c'était de voir si ça a fonctionné, si le prototype fonctionnait, si ça marchait au niveau local. Et maintenant, l'idée c'est de se développer un peu plus large, donc plutôt au niveau national. Donc sur la preuve du concept, comme on dit, ça fonctionne, vous avez validé et vous déployez maintenant. Voilà, tout à fait, ça fonctionne. Et donc maintenant, l'idée c'est de pouvoir se déployer, alors à la fois de pouvoir leur proposer quelque chose qui permet de passer à l'échelle, et aussi donc notamment une application qui va permettre d'analyser beaucoup plus vite ce qu'on peut faire à notre échelle humaine, les recettes, donc c'est une application web, et notamment faire des partenariats avec par exemple les logiciels de restauration pour directement pouvoir les aider sur l'analyse de leur impact. Quand tu parles de recettes, on est toujours dans la restauration collective, hein. Là on parle pas au particulier, hein. Non, mais l'avantage de travailler avec des logiciels, c'est que eux, parfois, travaillent avec l'ensemble de la restauration, de la restauration hors foyer, donc à la fois restaurants commerciaux et restaurants collectifs. Quel est le repas idéal pour respecter le climat ? Entrée, plat, dessert. Une bonne salade de saison. Non, mais alors, en effet, les points primordiaux, c'est la saisonnalité, forcément. Connaître un petit peu ce qui se fait sur le territoire. Ça, donc notamment pour éviter tout ce qui est transport inutile aussi, et aussi pour avoir un impact économique sur le territoire, parce que c'est ça l'avantage de l'alimentation, c'est qu'en fait c'est à la croisée de plein de sujets
sociaux, économiques, environnementaux. Et de santé, évidemment. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense que c'est important de le dire aussi, un bon repas, c'est avant tout aussi un repas équilibré nutritionnellement. Et ensuite, en accompagnement, ça peut être... c'est hyper varié. L'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre tout ce qui est viande rouge notamment, essayer de en faire des repas de fête. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que, voilà, de la même manière que... En positive, en fait. Oui, par contre, absolument positive. Il ne faut pas du tout que ce soit vu comme... Ça peut être stigmatisant quand même, hein. Arrêter de manger de la viande, arrêter de manger ça. C'est pour ça que c'est peut-être diminuer ou manger mieux. Aller chez le producteur du coin ou quoi, alors ça peut être un peu cliché, mais pour le coup, ça marche bien. Et puis, en vrai, c'est assez intéressant, même humainement. Mais voilà, ça peut être juste réduire. C'est comme les régimes, hein. Si on dit on arrête tout d'un coup, on va pas forcément tenir très longtemps. Mais l'idée, c'est de réduire, notamment tout ce qui est viande rouge, parce que 1 kilo de viande, par exemple, ça a entre 5 à 30 fois plus d'impact au niveau de gaz à effet de serre que 1 kilo de céréales, par exemple. Et c'est aussi l'intérêt de l'affichage, c'est que parfois, on ne se rend pas compte, on sait à peu près les ordres de grandeur, mais on ne se rend pas compte à quel point il y a un vrai écart. Donc, à quel point on peut, juste en réduisant un petit peu sur 1 ou 2 repas par semaine, avoir un vrai impact. L'impact qui est calculé, c'est sur le gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, par exemple l'eau donc c'est forcément lié aussi, mais je crois que la viande rouge, la viande en général, c'est très consommateur d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu ? Oui, alors c'est pour ça que donc, au début on a commencé avec l'empreinte carbone, ça ne nous satisfait pas pleinement aujourd'hui, justement parce qu'il y a tout un tas d'autres, on parle beaucoup de l'ensemble des limites planétaires, il y a tout un tas d'autres impacts qu'on n'arrive pas vraiment à quantifier avec l'empreinte carbone. Et donc par exemple c'est en effet l'impact sur les ressources en eau, c'est l'impact sur les sols, sur la biodiversité. Et ça c'est davantage pris en compte dans justement ce fameux éco-score qui lui... Alors, son inconvénient, c'est que c'est un agrégat, un peu comme le Nutri-Score pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que c'est des petites couleurs, des petites pastilles A, B, C, D. Et donc, si on a 2 plats dans le B, on ne va pas forcément arriver à les comparer entre eux. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Mais en revanche, l'idée, c'est que vraiment, ils prennent en compte davantage de critères, bien plus que ce que fait l'empreinte carbone. Donc, nous, c'est pour ça qu'on est en train de l'incorporer dans nos calculs et que demain, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le proposer aux restaurateurs aussi. Elisa, maintenant, vous êtes un entrepreneur presque aguerri, déjà plus d'1 an de fonctionnement. Comment vous vous projetez dans 5 ans ? Alors justement, c'est d'être arrivé à passer à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, on a un impact très intéressant sur le territoire local, ce qui est génial. Mais je pense qu'on peut faire profiter de ça à plus de monde. Et d'arriver à collaborer aussi beaucoup plus avec tout l'ensemble de l'écosystème, des autres acteurs qui se battent justement pour promouvoir une alimentation plus saine et plus durable. Et donc que ce soit dans le secteur associatif, pour moi il n'y a pas vraiment de frontières de entreprise par entreprise ou autre, et notamment avec les pouvoirs publics aussi. Donc à terme, dans 5 ans, j'aimerais beaucoup pouvoir influencer au niveau que Footprint puisse influencer aussi au niveau national, ou en tout cas contribuer à l'effort collectif pour promouvoir cette alimentation plus saine et plus durable et se développer en France, et notamment, alors aujourd'hui on a commencé par la restauration d'entreprises, un peu d'école, mais je trouve que justement tout ce qui est la restauration scolaire et jusqu'au collège-lycée, c'est hyper intéressant en termes d'impact aussi et de sensibilisation et d'information justement. Donc voilà, nous, c'est un peu là où je nous vois dans 5 ans. D'accord. Parlons chiffres, vous avez déjà des clients, vous êtes satisfait de l'évolution des premiers chiffres d'affaires, du premier chiffre d'affaires qui se profile. Quand est-ce que vous pensez être à l'équilibre ? Alors, on est déjà à l'équilibre. L'avantage, c'est qu'on a fait le choix de s'autofinancer dès le début. Donc pour l'instant, on a fait petit à petit, c'est pour ça. Mais par contre, au moins, on est autofinancé, on est déjà à l'équilibre. On est plutôt satisfait parce que justement, c'était un choix de travailler un peu main dans la main avec nos clients sur cette première année. Là, l'idée, maintenant qu'on voit à peu près, on a fait notre preuve de concept, on voit à peu près où on veut aller. Maintenant, l'idée, c'est d'y aller. Donc, très bien. Se développer. L'atelier de formation peut être une bonne manière de les sensibiliser, donc du coup, de les faire devenir des clients, finalement. Aussi, oui, tout à fait, oui. De mieux comprendre aussi tout ce qui... leur quotidien, justement. D'accord.
Alors Elisa, dernière question, c'est la question magique, puisqu'en fait, donc on se met dans l'univers Harry Potter. Tu es Hermione Granger, donc tu as une baguette magique, tu ne peux t'en servir qu'une fois. Alors du coup, quel usage en fais-tu? C'est une très bonne question. Je pense que je mettrais les moyens nécessaires dans la transition alimentaire et donc au niveau agricole, clairement. Sur la restructuration des filières, on en a un petit peu parlé, mais aussi énormément, donc là je me prêche un peu pour ma paroisse, mais dans l'information, mais de manière générale, quoi, et sur ces sujets-là, et dans l'éducation, ce budget là dont je parle, et dans la restructuration des filières agricoles. Et au niveau mondial, parce que c'est au niveau mondial que ça se passe, nos systèmes alimentaires aujourd'hui. De vastes enjeux, mais effectivement oui. Essentiels. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps passé et ce projet passionnant auquel nous souhaitons longue vie. Merci. Merci à toi.